Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. J'espère que vous allez tous bien et que ce début d'année 2024 commence sous les meilleurs auspices. Aujourd'hui, je vous propose un retour en arrière. Nous sommes le samedi 28 novembre 1981. Ce jour aurait dû être un jour heureux pour une petite fille. Une petite fille qui allait fêter son anniversaire et qui pensait le fêter entourée par sa famille aimante. Personne n'aurait pu deviner que ce jour marquerait le début de presque 4 décennies d'angoisse pour Sharon et son mari Richie. Cette famille originaire d'Atherpole, dans le nord-est de l'Angleterre, vivait dans une caserne de l'armée qui se situait alors en Allemagne de l'Ouest. La caserne était à proximité de bâtiments officiels, du terrain de manœuvre, avec des logements, une école, un terrain de jeu et un supermarché, le NAFI, Navy Army Air Force Institute, où les soldats britanniques et leurs familles pouvaient acheter les produits de leur pays. Ce fut au supermarché, le cadre le plus banal qu'il soit, que la famille Lee changea son destin à tout jamais. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. C'était le dernier jour de paix avant Noël. Et le supermarché était rempli de personnes faisant leurs courses pour les fêtes. Sharon faisait également ses courses. Elle était concentrée sur sa fille Catrice, qui allait fêter son deuxième anniversaire quelques journées plus tard. La sœur de Sharon, Wendy, et son mari Cliff, qui était également soldat, étaient venus de la caserne voisine pour participer aux festivités. Alors que Richie attendait dans la voiture, Sharon et Wendy parcouraient les rayons à la recherche des aliments, des boissons et finalement de la préparation des festivités. Refusant de s'asseoir dans le chariot, Catrice resta tranquillement dans les bras de sa mère pendant qu'elle cherchait les précieuses victuailles. La sœur de Catrice, Natacha, qui avait 5 ans à l'époque, avait préféré, elle, rester à la maison pour jouer avec son oncle. Alors que les deux femmes faisaient la queue à la caisse du supermarché, Sharon réalisa qu'elle avait oublié d'acheter des chips. Elle laissa donc Catrice en compagnie de Wendy et s'absenta entre 40 secondes et 1 minute, le temps de faire l'aller-retour dans le rayon approprié. À son retour, elle constata la disparition de Catrice. Interrogeant sa sœur, celle-ci lui dit qu'elle pensait que la fillette avait suivi sa mère. La panique a commencé à monter. Sharon et Wendy ont tout de suite exploré tous les rayons du supermarché, mais en vain. Elle appelait son nom. Le magasin était bondé, mais rien. Il fallait se rendre compte, elle n'était plus là. Alors la plupart des parents ont déjà vécu des moments similaires, terrifiants, avant finalement de retrouver, quelques instants plus tard, leur précieuse progéniture. Mais pour Sharon, l'angoisse et la panique ne firent que croître au fil des minutes. Quand il devint finalement évident que Catrice n'était plus dans le magasin. Elle demanda de l'aide au personnel, mais rien. Se rendant compte que son épouse prenait plus de temps que prévu, Richie se rendit à l'intérieur du supermarché. Et il comprit vite, très rapidement, qu'il y avait un problème. Il vit Sharon visiblement bouleversée avec Wendy dans le bureau du directeur. Il les rejoignit et on l'informa de la terrible nouvelle.
Alors, ensuite, en raison de la position juridictionnelle de l'incident, la police fédérale allemande et la police militaire royale furent appelées à effectuer une fouille approfondie de la zone. L'hypothèse initiale était que Catrice était sortie du supermarché sans être vue et qu'elle était tombée dans les eaux vives de la rivière Lippe. Cette théorie fut furieusement réfutée par Sharon, qui trouvait ridicule que Catrice, du haut de ses 2 ans, puisse sortir seule du supermarché, sans être vue, sans être arrêtée par un client, avant de descendre une rampe, de traverser un parking très fréquenté, de passer au travers d'une haie, pour finalement rejoindre la rivière. En outre, Sharon et Richie estimaient que leur petite fille, qui était vêtue d'une robe écossaise, d'un duffel coat turquoise et de bottes en caoutchouc rouge, ne se serait jamais approchée de l'eau. Incapable d'adhérer à la théorie officielle selon laquelle Catrice s'était noyée, la famille était convaincue dès le départ que leur fille avait été kidnappée pour ou par un couple sans enfant. Sharon était certaine que la famille était surveillée ou suivie et que le ravisseur avait saisi l'opportunité lorsqu'elle était allée chercher des chips pour la fête. Elle mit en avant le fait que le supermarché était bondé ce jour-là. Avec autant de monde autour, il semblait improbable qu'un enfant en bas âge, non accompagné, passe inaperçu. Il était bien plus probable, selon elle, que Catrice ait été enlevée. Richie, d'accord avec cette hypothèse, décrivit ce sentiment comme l'intuition d'un parent. L'idée que Catrice soit saine et sauve et vive au sein d'une famille aimante quelque part était certainement plus attrayante que les sombres alternatives. Il est possible que les certitudes de Richie et Sharon ne soient rien de plus qu'un mécanisme de défense psychologique leur permettant de continuer à vivre avec le terrible fardeau de leur chagrin. Mais il est également vrai qu'un commerce mondial florissant et lucratif de trafic d'enfants existait. Trafic que nous pouvons toujours malheureusement connaître à notre époque, 40 ans plus tard. Ce trafic impliquait l'enlèvement d'enfants à adopter. Des affaires tristement célèbres et bien documentées dans des pays comme l'Espagne, les États-Unis et l'Inde révèlent l'existence d'une industrie impitoyable, encore active aujourd'hui. Aurait-il pu, finalement, s'agir d'une piste bénéfique pour les enquêteurs? La police allemande et la police militaire royale rejetèrent la théorie de l'enlèvement de Catrice, la jugeant hautement improbable. Leur refus d'explorer cette piste s'avéra être une occasion manquée dans une enquête tout à fait inadéquate. Ritchie n'hésita pas à critiquer les recherches, affirmant qu'il y avait trop peu de coordination entre les deux équipes d'investigation, et au final que la famille était ballottée entre elles. Bien qu'une première fouille de la rivière ait été effectuée le jour de la disparition de Catrice, il fallut attendre 24 heures avant que des chiens pisteurs soient amenés sur les lieux. À cause du refus des agents d'envisager l'enlèvement, la police des frontières ne fut informée de sa disparition que 48 heures justement après la disparition de la fillette. En 2012, Sharon dénonça l'incapacité des enquêteurs à mener à bien des procédures basiques, telles qu'interroger le personnel du supermarché. Il a fallu attendre 6 semaines pour que les caissières travaillant le jour où la fillette a disparu soient interrogées. Et même pire, un des membres du personnel n'a été interrogé que 20 années plus tard. Or, le jour de la disparition, 3 membres du personnel étaient en caisse. L'oubli paraît donc invraisemblable. Catrice
souffrait d'une maladie génétique, mais ce détail ne fut jamais rendu public. Pourtant, cette information aurait dû être communiquée aux médecins et aux hôpitaux. De tels manquements sont en contradiction avec les meilleures pratiques en matière de recherche d'enfants disparus. Les méthodes ont évolué, mais il y a encore des ratés. Témoin, cette affaire du petit Émile, sur laquelle je ne reviendrai pas. Il y eut à l'époque un témoignage. Le témoignage d'un homme ayant été vu en train d'installer une enfant ressemblant à Catrice dans une berline verte sur le parking du supermarché. Mais là encore, les enquêteurs ne prennent pas ces témoignages au sérieux. Pourtant, le lendemain de la disparition de Catrice, une berline verte fut aperçue près d'un pont enjambant l'Alme, mais là encore, les enquêteurs chargés de l'enquête en 1981 n'en firent pas grand cas. Un portrait robot de l'homme à la berline verte fut diffusé par la police militaire royale, dans le cadre d'une séquence diffusée dans une émission Crime Watch de la BBC. Un porte-parole de la police militaire royale a déclaré à l'époque qu'il s'agit d'une piste nouvelle identifiée à la suite de l'analyse d'environ 11 000 documents, comprenant des déclarations de témoins oculaires. Cet élément de preuve a été jugé utile pour l'enquête, donc la police militaire fait dûment appel à de nouvelles informations le concernant. La question est de savoir si le portrait robot avait été produit en 1980 ou en 2017, fut immédiatement soulevé, et le porte-parole qui s'exprima après la diffusion dans cette émission Crime Watch refusa dans un premier temps d'y répondre. Cependant, la pression exercée par la famille de Catrice et par les médias obligea la police militaire à admettre que le portrait avait été réalisé en 1981 et qu'il ne fut diffusé finalement qu'en 2017. La cause était simple, les enquêteurs s'accrochaient obstinément à l'hypothèse que Catrice s'était noyée. La nouvelle de cette dernière bévue dévasta la famille Lee. Et Natacha, la sœur de Catrice, qui avait à l'époque de la disparition de sa sœur 5 ans, déclara qu'elle avait du mal à comprendre pourquoi les enquêteurs avaient décidé d'ignorer une piste potentiellement vitale. Avec peu de pistes, aucun corps, et peu d'intérêt pour les théories alternatives, la recherche de Catrice s'enlisa. Bien que l'affaire soit restée ouverte, sans nouvelles preuves, elle resta en sommeil jusqu'à ce qu'une campagne très médiatisée dirigée par la famille débouche sur la réouverture de l'enquête. Une femme avait contacté la famille, confessant sur son lit de mort qu'un ancien petit ami, lui-même soldat, lui avait avoué avoir enlevé un enfant dans un supermarché allemand en 1981 et l'avoir assassiné. L'homme fut arrêté, mais relâché sans inculpation faute de preuves. Et l'affaire fut classée. Alors il existe des simulations de vieillissement montrant à quoi Catrice pourrait ressembler. Je vous encourage à regarder sur le net. Car au final, Catrice a été enlevée en Allemagne. En France, nous sommes très proches. En Belgique aussi. En Suisse, nous ne sommes pas si loin. Peut-être avez-vous un souvenir de cette affaire. Peut-être avez-vous croisé le visage de Catrice, vieilli par ordinateur. En 2012, l'affaire fut réouverte suite aux pressions exercées par le député Jan Wright et la députée de Gosford, Caroline Dinenage.
Cette dernière évoqua le sujet lors des questions au Premier ministre au Parlement britannique, David Cameron. Il était Premier ministre à l'époque. Et il accepta d'examiner ce que Caroline Dinenage décrivait comme une mauvaise gestion chronique de l'affaire par la police militaire royale. Lorsque David Cameron informa la famille Lee qu'il avait décidé de ne pas ordonner d'enquête sur la gestion de l'investigation initiale, ils demandèrent à avoir accès au dossier relatif de la disparition de leur fillette, afin d'évaluer eux-mêmes les preuves, mais cela leur fut refusé. Bien que la police militaire royale ait admis que des erreurs avaient été commises au cours de la première enquête, un porte-parole du ministère de la Défense déclara que la police militaire royale ne divulgue jamais d'informations relatives aux enquêtes en cours. Si une nouvelle piste se développe, la divulgation des dossiers pourrait avoir un effet préjudiciable sur l'enquête et potentiellement porter atteinte au droit à un procès équitable. La recherche de Kate par cette famille dévastée fut marquée par la déception, le tourment et l'angoisse. Il y a plusieurs années, un détective à la retraite, spécialisé dans les affaires d'enlèvement d'enfants, annonça qu'il pensait que le tueur d'enfants Robert Black avait enlevé et assassiné Kate Reese. Chris Clark déclara que le pédophile était en Allemagne pour livrer des affiches au moment de la disparition de Kate Reese. Il déclara au Mirror qu'il s'agissait d'un enlèvement d'enfants par un pédophile, et la manière dont elle a disparu correspondait exactement à la façon dont Black avait réussi à faire disparaître des enfants. Il aurait visité les camps de l'armée britannique le long du Rhin, y compris Paderborn. Il était convaincu que Black s'était discrètement lié d'amitié avec Kate Lee, l'avait conduite jusqu'à sa camionnette devant le supermarché et emmenée. Cependant, le père de Kate Reese confirma que des détectives avaient déjà envisagé cette piste et l'avaient complètement écartée. Il reprocha d'ailleurs à Clark d'avoir utilisé la tragédie de sa famille pour promouvoir un livre qui est paru quelque temps plus tard. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les familles obtiendra un jour des réponses? Parce que, si on regarde, bien qu'alimenté par l'espoir et leur amour pour Catrice, la famille sait depuis longtemps que leur fille chérie n'est peut-être plus en vie. Cette horrible possibilité leur a été rappelée récemment lorsque la police militaire royale, travaillant sur les éléments recueillis à l'époque, décida de commencer à fouiller les berges de la rivière Alme, près du lieu de la disparition de Catrice. Mais tellement de temps est passé. Est-ce qu'on a l'impression que tout ça est encore sérieux? 36 années ont passé lorsque les éléments ont été recherchés au pied de cette rivière. 36 années n'est-il pas trop tard? Et maintenant, le temps a encore passé. Bien que Sharon et son mari aient été forcés de faire face à l'éventuel meurtre de Kate Reese, les enquêteurs ne considèrent pas cette hypothèse comme avérée. Ils pensent toujours que Kate Reese, quelque part, existe encore. Ce que je vous propose, c'est de regarder, avec l'oracle de Béline, si finalement les premières hypothèses d'une enfant faisant un vrai parcours du combattant pour se jeter dans une rivière est plausible, ou si Kate Reese a été enlevée pour aller vers une famille, ou par un pédophile pour être assassiné. Est-ce que Kate Reese est encore en vie? Il y a beaucoup d'hypothèses autour de cette affaire. Alors,
sans plus attendre, prenons l'oracle de Béline et regardons ce que nous pouvons apprendre sur cette tragique affaire. Alors, quelle affaire, hein? Beaucoup de questions autour de tout ça. Et ce que je vous propose, donc comme je vous l'ai dit avec l'oracle de Béline, eh bien, c'est de se poser la première question. Parce que on ne va pas regarder ce qu'elle est devenue, on ne sait pas. À l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle, je ne sais pas, je suis comme vous. Mais on pourrait se poser la question toute simple, c'est comment s'est déroulée finalement la disparition de Kate Reese. En effet, on pourrait voir, et vous voyez, j'essaie de vous expliquer avant le tirage. Si nous avons, bien sûr suivant la position, des cartes martiennes, on pourrait penser tout de suite à une agression, qu'elle soit fatale ou pas. Si on a une carte, si on a des cartes lunaires, on peut sentir la peur et les angoisses. Et nous pourrions avoir du vénusien si c'était une famille en manque d'enfants qui venait enlever Kétris. Et c'est bien là toute la complexité de ce tirage. Alors, voilà, je vais poser la question à l'oracle. Comment s'est déroulée la disparition de Kétris? Comment a évolué la disparition de Kétris? J'ai remplacé le mot par évoluer. Parce que je compte faire un tirage en croix, voir justement eh bien, tous les tenants et aboutissants de cette journée tragique. Allez, je vais ôter ces cartes-là, et puis on va regarder ensemble. La première carte, c'est une carte sur le temps. La carte infortune, c'est une carte saturnienne. Une carte saturnienne à cet endroit est un indice important. La raison est simple, je ne vois pas d'agression ici directement. L'agression peut être là hein, ou ailleurs. Non, mais j'ai quand même l'idée plus de quelque chose où Kétris déjà n'a pas été tué lors de cette disparition. Ce qui veut dire que, là aussi très clairement, elle ne s'est pas noyée. La thèse de la noyade, la thèse de qu'elle se serait jetée dans cette rivière, non. Non, à cause de Saturne. Mais on sent quand même une enfant connaissant des difficultés. Pas martyrisée, non, pas dans ce sens-là, mais euh, auquel il manque quelque chose. La carte infortune représente une femme âgée, et il faut en tenir compte. Il semblerait donc que ce soit un indice pour nous faire comprendre que Kétris a vécu des années. Ça ne dit pas si elle est encore en vie aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être, peut-être pas. Mais ça dit au moins qu'elle a vécu plusieurs années. Donc des renseignements intéressants, des renseignements qui montreraient plutôt un enlèvement, en tout cas pas une noyade, et qui ne montreraient pas, en tout cas qui ne donnent pas des dispositions, euh, sur le but d'enlever une enfant pour la tuer. La thèse de cette hypothèse euh, concernant un pédophile allemand qui aurait enlevé l'enfant pour la tuer, ce n'est pas le sens de cette carte. On a plutôt l'impression que l'enlèvement ne s'est pas fait, parce que là on parle d'enlèvement, ne s'est pas fait dans un but pour tuer une enfant. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est pas fait dans un but que ça n'arrive pas. Hein. Attention. Là, on continue de s'attarder sur la disparition de Kétris. Bon, l'évolution de cette journée où elle a disparu, on sent bien quelque part un manque de vigilance. Mercure
c'est la communication, c'est les réseaux, c'est tout ça. Et là, on sent quand même que quelque part, il y a eu défaillance de la mère, de la tante. On va pas s'apesantir dessus, ça ne sert à rien. Je pense que, je pense que la mère est déjà suffisamment accablée sans en rajouter. Le conseil. Le conseil pour Kétris aurait été... Alors déjà, vous voyez, vous avez une carte martienne. Mars, c'est toujours une action qui peut être violente. Ce qui veut dire que quelque part, on a enlevé Kétris, mais qu'elle était proche de la mer. Parce que l'oracle lui suggère finalement de crier. Pour parler, c'est émettre sa voix. Alors il n'y a pas de carte dans l'oracle de Béline qui dit crier. Je vous le dis tout de suite. Je sais que certains voyants sont fans d'avoir tous les mots écrits sur une carte. Il faut ressentir ces cartes, les connaître, connaître sa façon de poser les questions. Et c'est ça qui fait travailler l'intuition et c'est ça qui fait travailler ce que disent les cartes. Une carte où tout est écrit dessus, il n'y a pas besoin d'être voyant, il suffit de lire. Là, quelque part, là, avec la carte pour parler, carte martienne montrant de l'action, de la détermination, pour moi, ça suggère que l'enlèvement s'est fait très proche de la sœur, enfin, c'est-à-dire de la tante de Kétris et de sa maman, à portée de voix, et qu'il aurait suffi de crier très fort pour finalement se faire repérer. Ce n'est pas que c'est pour donner un conseil à Kétris actuellement, mais c'est pour comprendre à quel moment, quel endroit elle a bien été enlevée à l'intérieur du supermarché. Et on comprend mieux l'intérêt si les enquêteurs avaient interrogé le personnel tout de suite, dans l'heure. Il y aurait pu avoir finalement des remarques, des pistes intéressantes. Le résultat est la synthèse. Comme vous le voyez, on retrouve ici, comme au départ, une carte saturnienne. Saturne nous montre que quelque part, la vie de Kétris ne s'est pas arrêtée. En tout cas, pas à cet instant. On va regarder après dans un autre tirage, on va regarder ce qu'elle a pu devenir. Mais cette carte nouvelle nous montre aussi quelque part que celui qui a enlevé Kétris n'était pas à son coup d'essai. Kétris était une parmi d'autres. Ça nous montre plusieurs choses. Déjà qu'elle n'a pas été enlevée par un couple en mal d'enfant ou une mère en mal d'enfant. Pour moi, nous sommes sur un enlèvement d'enfant pour revendre cet enfant à une famille qui n'arrive pas à adopter, qui n'a pas d'enfant. C'est donc, c'est donc quelque chose qui résonne finalement par rapport à ce que disait Sharon Lee. Elle pensait avoir été suivie, observée, épiée. Pour moi, elle a bien eu affaire à un professionnel du rapt, un chasseur qui cherchait une proie, une enfant, à enlever pour revendre cet enfant à une famille. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder ce qu'est devenu Kétris. Et puis, le cas échéant, si on arrive à avoir des informations où elle serait, vivante ou décédée, mais où serait le corps de Kétris? Encore une fois, vivante ou décédée, hein, je ne sais pas. Comment a évolué Kétris dans sa vie en général, ou plutôt comment la vie en général de Kétris a évolué après l'enlèvement?
Allez, je range ces cartes. Trahison. La carte trahison des angoisses. Kétris s'est sentie abandonnée. Elle avait 2 ans environ. Mais pour elle, quelque part, elle avait l'impression que ses parents l'avaient abandonnée. D'où les angoisses et les craintes avec cette carte lunaire. C'est une carte finalement qui reflète l'esprit d'un enfant de 2 ans qu'on vient d'arracher à sa famille. Peut-on imaginer un enfant de 2 ans heureux de cette situation? Bien sûr que non. On retrouve la même carte que tout à l'heure, il me semble. Curieusement, on a l'impression que le lien n'est pas fait dans sa vie. Kétris sent que quelque chose, alors qu'elle est petite, et vous savez que les souvenirs, quand on a 2 ans, euh, est-ce que vous en possédez encore? Moi, personnellement, non. Mais elle a l'impression, au final, qu'il manque quelque chose. Alors, cette carte nous donne un indice, c'est que finalement, elle a grandi. On ne sait pas si elle est encore en vie, mais en tout cas, elle a grandi. Et au long de sa vie, au long le moment où elle grandissait, à chaque fois, c'est pas qu'elle se remémorait vraiment, mais c'est qu'elle avait l'impression que toute la lumière n'était pas faite sur son enfance, qu'il lui manquait des bribes. Peut-être parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de photo de famille quand elle était de sa naissance. Vous voyez ce genre d'aspect où on a l'impression qu'il manque quelque chose. Le conseil qui serait à donner à Kétris. Alors le conseil me paraît curieux, mais bon, je vais vous le délivrer quand même. L'oracle dit à Kétris, eh bien, de ne pas chercher, de rester plutôt là où elle est, de ne pas chercher à déterrer des souvenirs, et ce jusqu'à la fin de ses jours. On aurait pu s'attendre, sincèrement je le pensais, euh, peut-être d'ouvrir une voie de communication, peut-être de faire un appel à la télé, je ne sais pas, ou peut-être de rechercher ses parents. Non, là on lui dit de laisser les choses là où elles sont. Presque comme s'il était trop tard et qu'il valait mieux fermer la porte sur toute cette affaire. De ne pas rechercher à ouvrir finalement de vieilles blessures. Alors pour moi, Kétris est une personne qui est toujours en vie. Toujours en vie parce que ici nous avons la carte de la nativité et pour moi c'est quelqu'un qui est devenu maman à son tour. Elle a fondé une famille. Alors finalement peut-être que cette carte explique pourquoi l'oracle considère qu'émotionnellement il vaudrait mieux laisser toute cette affaire de côté. Mais si vous regardez la carte centrale sur la vie de Kétris, qui ne s'appelle plus Kétris, euh, cette carte nous montre que quelque part, il y a toujours au fond d'elle quelque chose qui manque. Un aspect, une interrogation, une angoisse, une crainte. La crainte peut être de découvrir que ses parents ne sont pas ses parents. Kétris reste marqué et restera marqué toute sa vie par quelque chose au fond d'elle. Mais que l'oracle considère que se débarrasser de cette angoisse, lever cette angoisse, apporterait plus de dégâts qu'autre chose. Alors ça peut s'expliquer là encore, comment Kétris pourrait-elle regarder ses parents adoptifs, je vais les nommer comme ça, peut-être maladroitement, qui lui ont donné sûrement beaucoup d'amour, comment pourrait-elle
regarder toute cette famille, ce qu'elle a créé, et finalement s'apercevoir que tout ceci n'est que mensonge. Vous voyez, il y a tout ça à tenir compte. Ce n'est pas des situations faciles et émotionnellement, peut-être que ça créerait plus de dégâts qu'autre chose. Alors toutefois, je vais tirer une carte ou deux, pour voir où elle se trouverait. Dans quel pays se trouve Catrice à l'heure actuelle? C'est la clé du destin. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais je dirais que, malgré que cette clé ouvre plusieurs portes, Catrice semblerait être en Suède, ou au Danemark, un pays nordique en tout cas. Un- pour moi, vous voyez, dès le départ, quand j'ai vu cette carte, cet ensemble-là, vous voyez, je vais vous montrer, hein, cette petite partie qu'on voit mal, j'ai tout de suite eu, je ne sais pourquoi, certains appelleront un flash, je ne sais pas comment nommer les choses, mais en tout cas pour moi, euh, je dirais que Catrice est en Suède. Où vit-elle en Suède? Et je m'arrêterai là. C'est une région où il y a des châteaux, où il y a au moins un château, ou une demeure qui semblerait être un château. C'est une région. Elle n'est pas dans la capitale. Quelque part, je dirais qu'elle vit proche d'une ville de moyenne importance, mais surtout il y a eu un château, ou il y a un château. Pour moi, il est encore présent ce château, pas loin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en Suède, principalement. C'est en Suède que vit, a posé ses valises, comme on dit parfois, Catrice. Qu'elle a eu une famille, qu'elle a une famille, qu'elle a eu des enfants ou un enfant. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est pas. On a vu avec la nativité qu'il y avait un enfant. Voilà, si ce tirage vous a intéressé, qui est beaucoup plus long que d'habitude, hein, au total, on est à près de 40 minutes, c'est sur ces mots que je vais vous inviter à, eh bien, à découvrir d'autres de mes vidéos, d'autres call cases. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Mais je vous encourage vraiment à regarder cette rubrique call case pour voir si l'orientation du traitement des call cases vous intéresse, vous plaît. Plus de détails en avant, avoir un résumé sur l'affaire. N'hésitez pas à me donner vos avis, hein. Je les lis, je ne réponds pas toujours parce que ça prend beaucoup de temps, mais je lis les avis, je lis les commentaires. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, les amis.